Et ben c'est parti. Donc, bonjour à tous. Merci d'assister à cette présentation qui, comme son titre l'indique de manière très explicite, on a souvent fait la remarque, va nous amener à parler des erreurs et des exceptions et surtout comment on les gère dans notre code. Donc avant de démarrer, ça n'a pas marché, si. Je me présente, Anthony Roux, je suis tech lead chez CGI. Mon domaine de compétences tourne autour de notre bonne vieille JVM, des langages associés, des frameworks associés, donc du Groovy, du Scala, du Java, du Spring, du Graze, du Spark. Je co-anime également la communauté technique CGI Auvergne-Rhône-Alpes, qui est bien représentée au Volcamp. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Et j'habite au Puy-en-Velay. Je profite pour faire un petit peu de pub pour cette ville magnifique que je vous invite à découvrir. Revenons-en à nos moutons et à nos erreurs. Donc les erreurs, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord une relation de confiance. Une relation de confiance entre deux êtres, deux fonctions, une fonction f et une fonction g, f demandant à g d'exécuter un traitement et de lui retourner un résultat. Et si jamais quelque chose s'est mal passé, lui indiquer que quelque chose s'est mal passé. Malheureusement, cette relation de confiance est parfois mise à rude épreuve. Si on prend l'exemple de la méthode save du CRUD repository de Spring, quand on lit sa documentation ou même sa signature, on s'aperçoit qu'elle peut nous lancer une illegal argument exception. Alors c'est gentil de sa part de nous l'indiquer, mais en fait, cette méthode, elle nous ment. Elle nous ment comme notre ami, qui nous ment en essayant de se faire passer pour une licorne. Quand on creuse un petit peu et qu'on va voir la documentation de Spring, on s'aperçoit qu'elle peut également nous lancer une data access exception, qui est une exception, sorte de wrapper, pour abstraire des exceptions de plus bas niveau, donc c'est sympa de la part de Spring. Et par contre, ça entraîne quelque chose qu'on a souvent avec les runtime exceptions, ça entraîne des méthodes qui nous mentent. Alors si on fait un bref retour en arrière, cette relation de confiance entre deux fonctions, comment c'était géré par exemple dans un langage procédural comme C, donc je vais toujours parler au présent d'ailleurs, parce qu'on utilise toujours. On pouvait utiliser les codes de retour. Donc ma fonction me retourne un code, et je vérifie en fonction de ce code-là s'il y a une erreur ou pas. Le problème de ça, il y en a plusieurs, mais le premier problème c'est que ça entraîne une espèce de pollution de notre code par du code de gestion d'erreurs, et on a un mélange entre la logique métier et la logique de gestion d'erreurs. Le deuxième problème, c'est que si on retourne un code d'erreur, on ne retourne pas autre chose. Alors Go propose une autre approche en utilisant un retour multiple, où on va pouvoir retrouver aussi bien une valeur qu'une erreur. Mais ça gomme pas le problème, le premier problème dont j'ai parlé, qui est à chaque fois on est obligé de vérifier, de faire une condition pour vérifier si on a une erreur et potentiellement passer à la suite ou exécuter un autre traitement. Donc on a toujours cette pollution de code et finalement c'est deux problèmes qu'on va essayer de résoudre dans la gestion des erreurs. Enfin, il y en a plusieurs, il y en a d'autres, mais ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est ces deux-là. Le premier, c'est comment gérer nos erreurs sans trop polluer notre code. On parle de la gestion d'erreurs. Et le deuxième, on n'a pas encore parlé, mais c'est comment traiter l'erreur au bon niveau de notre pile d'appel. Dans mon exemple entre f et g, il est possible que f ne soit pas capable de traiter l'erreur remontée par g, auquel cas il devra la remonter à son propre appelant, etc. Et ça, il existe une solution à ces deux problèmes. Cette solution, vous la connaissez tous, c'est les exceptions qui sont disponibles donc en Java, mais pas que, dans plein d'autres langages. L'implémentation peut différer. En Java, par exemple, on a les checked exceptions. Mais les exceptions, et d'ailleurs c'est ce que nous dit Oracle dans la documentation, elles sont faites pour adresser ces deux problèmes. D'une part, on a le code métier qui est présent dans le bloc try et la gestion d'erreurs plutôt côté bloc catch. Donc ça permet de bien séparer les deux éléments. Et en plus, avec le catch, on va pouvoir catcher l'exception là où on veut dans notre pile d'appel. Donc quelque part, on a résolu ces deux problèmes, les deux problèmes dont je vous parlais. Mais il y a un revers de la médaille. Les exceptions ne sont pas parfaites, et déjà on l'a vu en introduction, notamment avec les runtime exception en Java. Ça peut entraîner un code qui ment, ou en tout cas un code qui n'est pas facile d'anticiper le comportement. Le deuxième problème qu'on peut voir avec les exceptions, c'est que finalement, c'est un peu comme des goto. Parce qu'on va aller d'une instruction, en l'occurrence le throw, on va retourner ailleurs, on va aller ailleurs, on va jumper ailleurs dans le code, et vraiment pour le coup à la manière d'un goto.
Et le problème des GoTo, et c'est pour ça qu'on évite de les utiliser de manière générale, c'est que ça peut créer des chemins pas facilement anticipables dans notre structure de contrôle. Et donc, forcément avoir un programme dont on n'est pas sûr exactement de ce qu'il va réaliser. Et en fait, on s'en aperçoit, il y a des études là-dessus qui montrent que justement, sur des grosses codebases et des codebases qui ont pas mal d'années, on a ce genre de problématique-là. Le troisième problème, c'est que ça entraîne une déresponsabilisation du code. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans votre fonction, vous avez une erreur, vous dites bon, bof, je lance une exception, il y aura bien quelqu'un pour la catcher. Et ce phénomène-là, les exceptions entraînent un peu ce YOLO code quelque part. Alors heureusement, il existe une troisième solution possible, c'est d'utiliser une monade de gestion d'erreurs. Alors, je ne vais pas me lancer dans la définition de ce qu'est une monade, parce que déjà il faudrait probablement 1 heure pour le faire et 3 heures pour le comprendre. Donc, si on a juste quelque chose à retenir, c'est qu'une monade, c'est un concept qui va obéir à certaines règles, qui va nous fournir certaines opérations permettant de chaîner des actions sur des valeurs. Ça me fait une belle jambe. On va surtout voir comment nous on peut l'utiliser pour notre gestion d'erreurs. Alors malheureusement, il n'existe pas de monade en Java nous permettant de gérer les erreurs. Il existe d'autres monades, mais pas pour ça. Donc on va aller le chercher dans une librairie. Et en l'occurrence, Waver, qui est une librairie Java, qui se propose d'amener un peu plus de programmation fonctionnelle dans nos programmes Java. Donc il est fortement inspiré de ce cas-là. On va retrouver du pattern matching dont on a pu entendre parler ce matin. On va retrouver des data structures immuables, des fonctions améliorées, tout un tas de choses. Et surtout, en l'occurrence, une monade de gestion d'erreurs. Ça s'appelle try avec un T majuscule. C'est une interface. Et pour expliquer try, le plus simple, c'est de faire le parallèle avec optional en Java. Optional en Java, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est un conteneur dans lequel on a soit une valeur, ou soit nul. Try, ça va être un peu la même chose. Ça va être un conteneur dans lequel on a soit une valeur, ou soit une valeur de type exception, donc un objet de type exception qui va matérialiser mon erreur. Et donc try, pour être plus précis même, c'est un conteneur de type monadique. Donc il va respecter, comme je disais tout à l'heure, certaines lois, et donc nous fournir certaines opérations qui vont nous permettre de chaîner pas mal de choses, et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc dans les opérations que nous fournit try, la première et la forcément nécessaire, c'est l'initialisation de notre conteneur. On parle vraiment d'un conteneur quand on parle de try. Ce conteneur, comment on va l'initialiser ? On va l'initialiser avec, par exemple, la fonction off, qui prend en paramètre une lambda, qui va finalement wrapper notre code, qui potentiellement peut lancer une exception. Et donc là, dans mon exemple, si la fonction takeMeasure, getCoordinates ou getCoordinates me lance une exception, tout simplement mon conteneur sera initialisé avec l'objet de type exception correspondant. Et si jamais tout se passe bien, qu'est-ce que je vais avoir dans mon conteneur ? Je vais avoir un objet de type Volcano Snapshot. Okay. Là, je ne vais pas faire plus. Dans TakeSnapshot, je ne vais pas faire plus. Je ne gère pas mon erreur en réalité. Je la mets juste dans mon conteneur et je l'appelle à mon appelant. Et je la renvoie, à mon appelant. Notez déjà que, au moins, ça a le mérite d'être explicite. TakeSnapshot est en mesure de retourner une erreur. Alors l'appelant, comment il va pouvoir traiter ça ? Parce qu'on est bien content, on a initialisé notre conteneur, mais finalement on n'a pas fait grand-chose. Et donc c'est là où on va voir l'intérêt d'une monade de gestion d'erreurs. On a plusieurs opérations, et la première qu'on connaît tous par exemple sur les streams en Java, c'est l'opération map. On va également pouvoir l'utiliser sur un try. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va nous permettre d'appliquer une fonction, non pas sur mon conteneur, mais sur le contenu de mon conteneur, donc sur ma valeur. Et je vais pouvoir comme ça chaîner mes appels. Et ce qui est intéressant, c'est que si dans mon conteneur j'ai une erreur, il ne fera rien. Il ne fera rien, ce qui veut dire que TakeSnapshot, si jamais j'ai une erreur, les deux fonctions detectActivity et evaluateActivity ne seront pas appelées, parce qu'il n'y aura rien à faire. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir définir mes pipelines, mais chaîner mes opérations, sans me soucier de l'erreur. Et c'est qu'à la fin, où je vais pouvoir dire, ok, j'ai peut-être quelque chose à faire. Ça va me permettre, bon là c'est un exemple simple évidemment, mais sur des exemples plus complexes, on peut imaginer qu'on a une partie vraiment logique métier où je chaîne mes appels et une partie gestion d'erreurs pure. Et d'ailleurs, on pourrait même imaginer que createActivityReport, là ma fonction, elle ne soit pas capable de traiter l'erreur. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle ne va rien faire, elle va juste le transmettre à la méthode à la fonction qui l'a appelée. Et donc ce qui va être intéressant, c'est que
Par exemple, si on regarde ce code-là, à aucun moment en fait je gère les erreurs. Mon erreur est vue comme une valeur et elle passe finalement dans mon flow standard. Et c'est l'appelant qui va gérer cette fonction, qui va gérer cette erreur-là. Donc ça, c'est une première opération qui va me permettre de découpler finalement le code de gestion d'erreur et mon code métier. Le problème avec map, c'est que si j'essaye d'appliquer une fonction qui ne me retourne pas une valeur, mais un nouveau try avec une valeur dedans, je vais me retrouver dans la situation où j'ai un try, dans lequel j'ai un try, dans lequel j'ai ma valeur. Et donc là, pour chaîner les opérations, ce qu'on essaie de faire quand même depuis le début avec la monade, c'est pas terrible. C'est pas terrible, et donc on va essayer de trouver une autre façon pour pouvoir gérer ce cas-là. Et ça tombe bien, puisque try fournit une opération. Encore une fois, c'est une monade, donc elle fournit l'opération qu'on trouve sous le nom de bind dans la théorie monadique. Mais dans le cas de try, ça sera flatmap. Flatmap, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement aplatir mes conteneurs. Donc dans le cas précédent, imaginez donc create activity report, ma première fonction qui me retourne un try d'activity report. J'applique une deuxième fonction, save activity report, qui elle aussi me retourne un try d'activity report. Simplement m'aplatir mes conteneurs. Donc au bout du bout, je me retrouve toujours avec un conteneur contenant une valeur ou une erreur. Et je vais pouvoir chaîner mes appels de fonctions de cette façon-là, sans me soucier de la gestion des erreurs. Et dans cet exemple-là, quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'on a 3 sources d'erreurs possibles. Create activity report, save activity report, publish activity report. Et pourtant dans mon code, j'ai aucune condition if j'ai une erreur. C'est complètement transparent. J'ai uniquement ma logique métier. Et la gestion d'erreur apparaît uniquement dans le type de retour de ma fonction. Et donc c'est tout l'intérêt, parce que, rappelez-vous par rapport à ce que je disais au départ, ma fonction ne ment plus, elle me dit clairement que potentiellement elle peut me retourner une erreur, et mon code, il reste clean, j'ai pas de code de gestion d'erreur mélangé à ma logique métier. Alors, ça a plein d'avantages en réalité. Si on poursuit un petit peu l'exemple, on va pouvoir utiliser le try dans, par exemple, les streams Java. Gérer des exceptions dans les streams, c'est toujours un peu galère, notamment sur les checked exceptions. On se retrouve à avoir des try-catch un peu dégueux dans l'histoire. Avec try, je vais pouvoir intégrer mon code tout en gérant mes erreurs, sans coût additionnel. Donc par exemple ici, je récupère une liste de volcans sur lequel je vais appliquer par exemple take snapshot, evaluate activity, publish activity report. Ces trois fonctions-là, en fait, peuvent me retourner des erreurs. Enfin, en tout cas, publish activity et take snapshot. Et pourtant, ça n'apparaît pas en fait dans mon code. Ça n'apparaît pas. C'est simplement que ma variable, le bout du bout de mon stream, ma variable va finalement être une liste de try, de valeurs ou d'erreurs. Et c'est donc à la suite de ça que je vais pouvoir gérer mes erreurs. Je viens juste après. Juste un petit détail aussi. On a beaucoup parlé d'exceptions, mais les erreurs, c'est pas que des exceptions. C'est aussi des erreurs fonctionnelles, par exemple. On a tout un tas de fonctions fournies par try qui va nous permettre de gérer ces erreurs fonctionnelles-là. Par exemple, ici, dans mon stream, si jamais j'ai une réponse dont le statut n'est pas published, je vais considérer que la valeur à l'intérieur de mon try, ce n'est plus une valeur, c'est une erreur. Et elle va venir quelque part se mélanger avec potentiellement les autres erreurs que j'aurais pu avoir dans mes appels précédents. Et c'est la beauté de la chose finalement, c'est que je vais traiter vraiment mes exceptions comme des valeurs à part entière, et ça ne va pas transparaître dans le code de ma fonction. Et donc pour terminer, au bout d'un moment, il va quand même bien falloir que je fasse quelque chose avec mes erreurs. Et donc là, je vais avoir tout un tas de fonctions me permettant de les traiter de manière un peu plus facile, un peu plus aisée, avec le sequence qui par exemple ici dans ce cas-là me permet de passer d'une liste de try, donc une liste de conteneurs, à un conteneur contenant une liste, quelque part. Et je vais pouvoir appliquer des traitements soit de recovering ou soit par exemple ici juste loguer l'information, peu importe. Alors évidemment il y a bien des inconvénients à try. La première c'est qu'en fait à l'usage on s'aperçoit qu'il peut vite devenir trop central à mon goût dans notre code, et donc c'est quelque chose sur lequel il faut faire un peu attention. C'est toujours pareil en fait, try c'est un outil, et un outil mal utilisé est un mauvais outil en gros, quoi. C'était pas adapté pour les erreurs type non recoverable. Donc par exemple si vous êtes dans des scénarios où le fail fast est hyper important dans votre contexte, forcément vous n'avez pas utilisé try. Et à mon sens il manque un peu d'intégration dans l'API native. Encore une fois on est dans une librairie, donc sur certains cas d'usage on aurait aimé une meilleure intégration, même par exemple avec les streams. Donc ce qu'il faut retenir de ce talk, c'est que try et plus généralement son concept de une monade pour gérer les erreurs, un peu comme l'optional, c'est une solution possible. C'est pas la seule. On va pas jeter les exceptions à la poubelle pour autant. Elles restent toujours utiles.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quelque part une troisième corde à notre arc. C'est quelque chose qui est très utilisé par exemple en Scala et qui pour le coup est un véritable confort pour la gestion des erreurs. Donc j'ai juste une chose à vous dire. Je crois que c'est trop. Try. Merci.